Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés ce soir. L'exposition estivale du Grimaldi Forum ouvrira ses portes samedi. Elle mettra en lumière l'artiste Alberto Giacometti. Nous vous proposerons dans ce journal de découvrir cet événement en avant-première avant d'en parler avec la commissaire de l'exposition, Émilie Bouvard. Dans ce JT également, jour J pour les vacances scolaires, mais aussi pour les soldes à Monaco. Amateurs de bonnes affaires, les magasins affichent déjà des rabais intéressants, comme nous pourrons le constater dans quelques instants. Puis nous vous parlerons du suivi sérologique. Que faut-il comprendre derrière cette campagne unique en Europe? Quelles sont les démarches à réaliser pour y participer? Les réponses dans cette édition. Et enfin, nous recevrons Solène Chevreuil. Elle est membre du collectif Projet Azur et vient de longer la Méditerranée en kayak. Objectif, sensibiliser à la pollution sauvage. En escale à Monaco, l'éco-aventurière nous en dira plus sur son périple et le message qu'elle souhaite transmettre. Mais avant cela, je vous le disais en titre, l'exposition estivale du Grimaldi Forum débute ce samedi. Elle propose une vue complète de la création d'Alberto Giacometti. Avant de recevoir la commissaire de l'exposition, Émilie Bouvard, Alexandra Pani a pu découvrir en avant-première les 230 œuvres présentées. Voyez son reportage réalisé avec Lionel Bernardi. L'homme qui marche, plus qu'une œuvre d'art, cette pièce est devenue une icône de l'art du XXe siècle. Connue du grand public pour ses grandes sculptures élancées, cette rétrospective offre une autre facette du travail d'Alberto Giacometti, ses peintures, ses dessins, ses inspirations. On avait la chance d'avoir programmé Giacometti et une collection finalement qui venait de Paris, donc pas de problème particulier pour traverser des frontières, voyager internationalement pour les œuvres. Je pense que cette année c'était également important. Mur blanc, jeu d'ombre et lumière pour ne voir que l'essentiel, décor sobre pour mettre à l'honneur cet ensemble impressionnant de sculptures. Après une année blanche, le public retrouve l'espace Ravel et ses 2500 mètres carrés. Une scénographie dictée par les œuvres et pensée pour faciliter la circulation. 10 salles rythmées par la jeunesse de Giacometti, ses attaches artistiques et ses inspirations. Giacometti considérait que l'univers autour de lui, aussi bien la nature morte, un personnage qui marche, appartenait à cet univers du merveilleux. Il avait un esprit assez mélancolique. La nature a été très longtemps également ses sources d'inspiration et toute une salle est consacrée à ses œuvres qui font écho à sa période de jeunesse, à ses grands arbres dans sa Suisse natale qu'il aimait fréquenter et dans lequel il retrouvait la verticalité de ses figures et de ses portraits qu'il a réalisés tout au long de sa carrière. Bronze, plâtre, peinture, dessin, cette rétrospective est la plus complète de l'artiste. 230 pièces prêtées exclusivement par la Fondation Giacometti de Paris, à voir jusqu'au 29 août. Voilà donc pour cet avant-goût de l'exposition Giacometti, une rétrospective Le Réel Merveilleux. Pour en savoir plus, rejoignons notre premier invité qui nous attend au Grimaldi Forum. Il s'agit de la commissaire de l'exposition. Bonsoir Émilie Bouvard. Bonsoir. C'est un réel voyage dans la création d'Alberto Giacometti qui est proposé au Grimaldi Forum. Oui, c'est une grande traversée, je dirais, puisqu'on a une exposition exceptionnelle avec 230 œuvres, près de 14 séquences. Et ce voyage, il nous fait traverser l'œuvre de Giacometti depuis ses premières œuvres, ses premières sculptures, ses premières peintures, jusqu'aux dernières œuvres, avec un grand focus, je dirais, une grande attention qui est portée sur plutôt l'après-guerre, sur les 20 dernières années de sa création, puisque notre thématique, le réel merveilleux, l'attention au réel, est particulièrement traitée dans ces années-là. Alors le public va aussi bien pouvoir découvrir l'homme que l'artiste. Notre axe, c'était vraiment d'être au plus près de Giacometti, au plus près de sa création. Donc on va pouvoir se plonger dans la manière qu'il a de travailler le plâtre, de le peindre. On va découvrir aussi Giacometti peintre, et puis bien sûr le grand sculpteur qu'on connaît. Et puis être auprès de sa création, c'est aussi voyager auprès de ses sources, son intérêt par exemple pour la figure humaine évidemment, mais aussi la façon dont le paysage, le milieu naturel du Val Bregaglia en Suisse dans lequel il a grandi l'inspire toute sa vie. On va le suivre vraiment dans ses ateliers suisses, ateliers parisiens, grâce à un très grand et formidable espace immersif. Donc on essaye d'être au plus près de ce que Giacometti pouvait éprouver, de ce qu'il pouvait essayer de faire et de ce qu'a pu être son processus créatif, espace après salle, salle après salle.
Alors c'est une rétrospective présentée comme étant la plus importante de ces dernières années. Comment mettons en lumière un homme qui a une carrière artistique aussi riche ? On avait d'abord l'ambition de présenter une très grande rétrospective afin que le public qui croit parfois connaître Giacometti mais qui ne le connaît pas dans ses multiples nuances, dans ses détails et qui peut parfois être surpris par certaines œuvres, afin que ce public puisse découvrir l'ampleur du travail. Donc c'est ainsi qu'on a pu faire cette très belle collaboration avec le Grimaldi Forum. Et puis on avait aussi envie de renouveler le regard sur le travail grâce à cet axe qui est celui de l'émerveillement de Giacometti face au réel et à la manière dont il a essayé de transcrire ce qu'on éprouve face à la réalité, face au monde, la manière dont ce réel est perçu, mais aussi la manière dont lui-même pouvait être ému et émerveillé par le monde autour de lui. Donc notre axe, c'est vraiment de le suivre au plus près de ses rêves, de ses obsessions, des images qui le hantent, de ses sources. Et c'est ce que nous avons fait dans cette très grande exposition. Oui, et puis l'espace Ravel du Grimaldi Forum s'y prête parfaitement. Oui, mais je dirais aussi la scénographie de William Châtelain, qui travaille pour le Grimaldi Forum, qui a inventé un espace tout à fait fabuleux, à la fois très épuré, puisque voilà, l'œuvre de Giacometti a besoin d'espace, de lumière, de place, afin de résonner pour tout un chacun. Et elle a aussi besoin de nuances, de subtilité, et c'est ce que le scénographe a pu inventer dans ces espaces qui sont très vastes pour l'œuvre, mais qui seront aussi très vastes et très agréables pour les spectateurs, je dirais surtout dans la période qu'on traverse, puisqu'ils seront tout à fait, ils auront de l'espace pour découvrir l'œuvre et pour déambuler et voir les sculptures de tous les côtés. Et donc voilà, c'est une exposition qu'on veut à la fois merveilleuse pour le regard et très agréable pour le spectateur. Et est-ce que l'on va pouvoir découvrir des pièces jamais présentées auparavant ? Oui, alors en fait, jamais présenté, il faudrait vérifier si c'est jamais, mais en tout cas, on présente dans l'exposition des œuvres qu'on montre quasiment jamais, notamment les ensembles très fragiles et très rares de plâtre, puisque la Fondation Giacometti, qui est une très riche collection d'environ 5000 œuvres, détient en quelque sorte le fonds d'atelier de Giacometti. Donc des œuvres en plâtre qu'il a conservées par devers lui toute sa vie, des plâtres peints, mais aussi des œuvres de jeunesse, des aquarelles, alors là vraiment jamais présentées, on peut voir le génie de Giacometti dès 16-17 ans, et aussi des peintures qui sont parfois présentées mais beaucoup moins connues du public, donc des peintures de sa femme Annette, de ses modèles, de Caroline, de Yanayara. Tout ça, ce sont des œuvres vraiment, des ensembles nouveaux, je pense, pour le public. Un Alberto Giacometti intime donc, à découvrir jusqu'au 29 août au Grimaldi Forum. Merci infiniment, Émilie Bouvard, d'avoir été avec nous ce soir. Merci, bonne visite. L'autre actualité, ce sont les soldes qui ont débuté ce 1er juillet en Principauté, soit quelques jours avant les Alpes-Maritimes. Christine Tomel s'est rendue dans les différentes enseignes de Monaco pour voir si les bonnes affaires étaient au rendez-vous. Regardez. Les vitrines des magasins affichent la couleur de moins 10 à moins 50%, voire même moins 70%. L'heure des bonnes affaires a sonné. Des rabais qui s'affichent sur les vitrines monégasques une semaine avant celle des françaises et qui attirent certes les autochtones, mais aussi nos voisins. Depuis ce matin, la course aux bonnes affaires a réuni les plus fervents consommateurs en Principauté. J'étais assez occupée aujourd'hui. En plus, je suis seule, mais du coup, c'est une première bonne journée. Alors, les gens, quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils recherchent ? En ce moment, ils recherchent pas mal de cadeaux pour enfants. J'ai l'impression que ce sont les anniversaires de plein d'enfants. Du coup, voilà, ce sont des petits maillots, des petits t-shirts pour l'été, quelque chose d'assez frais. Il y a de très bonnes affaires à faire, effectivement, en tout cas pour les enfants, c'est super. On fait des soldes donc de 30 à 50% pour l'instant, sur tout le stock pratiquement, sauf ce qui est en vitrine. Des rabais intéressants donc pour ce premier jour des soldes. Point rouge, vert, jaune ou bleu. Les magasins font valser les étiquettes pour des réductions en pagaille, à la grande joie des consommateurs qui vont ainsi pouvoir profiter du début des vacances scolaires pour remplir leur cabas à moindre frais. Les soldes dureront 6 semaines en Principauté. Ce 1er juillet marque également le début des vacances scolaires. À Monaco, les vacances d'une nouvelle ère avec la mise en place du pass sanitaire. Nous en parlerons dans quelques instants avec Frédéric Elion. Est-ce que ces vacances sont synonymes d'évasion pour vous? Où comptez-vous partir cet été? Nous sommes allés à votre rencontre pour le savoir.
Je vais partir à Ibiza et sur Paris. Même si les mesures se sont allégées, en tout cas pour ma part, moi je préfère rester sur la Côte d'Azur, comme Saint-Tropez, Antibes, Cannes. Je pense que c'est mieux comme ça, moi je préfère en tout cas. On va pouvoir s'amuser un petit peu et on espère que tout va revenir à la normale. Moi je reviens déjà d'une semaine dans le Luberon. Et après là en octobre je visite les îles grecques. Partir rester en France, mais partir en Normandie et vers La Rochelle. Ça fait du bien justement de pouvoir voyager de nouveau? Alors oui, effectivement, hein, après tout ce qu'on a vécu, après ce confinement, ces différents confinements, oui, ça fait beaucoup de bien au moral, bien voir des nouveaux endroits, oui, ça fait beaucoup de bien, oui, on en avait besoin, il était temps. Je vais à la montagne, j'ai loué un appartement, je peux aller marcher sans me poser le problème du masque. Et je peux être au grand air, qu'il n'y ait pas trop de monde, et voilà. Pour les vacances, je pense que je vais aller une semaine à Bruxelles, je pense. Je vais aller voir un ami qui est là-bas en VIE, donc voilà, Bruxelles, peut-être un peu d'Espagne, et se reposer un peu ici quand même. Et ces prochaines vacances vont être facilitées grâce au pass sanitaire. Frédéric Elion, bonsoir. À Monaco, il sera disponible dès demain, vendredi 2 juillet. Bonsoir Émilie, il sera disponible et actif immédiatement pour toutes les personnes rétablies qui présentent un test positif de plus de 15 jours et de moins de 6 mois. Le pass sanitaire sera également actif pour les personnes qui se feront tester à partir du 2 juillet, mais pour 48 heures. En revanche, pour les personnes vaccinées, vous recevrez votre QR code après votre injection, mais il ne sera actif que 14 jours plus tard. Par exemple, si vous recevez votre deuxième dose le 2 juillet, votre QR code sera actif et votre pass valable le 15. Pour rappel, vous pouvez choisir entre le Monaco Safe Pass valable à Monaco et en France ou le pass sanitaire européen valable à Monaco, dans tous les États membres de l'UE, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège et en Suisse, ainsi que dans les États qui concluront des accords de reconnaissance avec l'Union européenne. On passe à cette séance publique législative au Conseil national que vous avez pu suivre en direct sur notre antenne hier soir. Au programme des discussions autour de 2 projets de loi, notamment celui portant reconnaissance des enfants du pays et de leur contribution au développement de la principauté. Je vous propose d'écouter à ce sujet le ministre d'État Pierre Dartout. L'objet de ce projet de loi est de reconnaître l'existence sur notre territoire d'une population stable à laquelle correspondrait l'appellation d'enfants du pays, et de reconnaître également sa participation active au développement économique et social de la principauté. En cela, ce projet de loi est conforme à la Constitution. Vous l'avez vérifié auprès d'un éminent juriste que je connais bien, nous aussi, cela va de soi. Les enfants du pays, en général de nationalité française, mais pas toujours, ont grandi aux côtés des monégasques sur les bancs de l'école, ont ensuite poursuivi leur vie professionnelle à Monaco et y résident depuis toujours seuls ou en famille. Il est dès lors évident que ces personnes éprouvent un profond attachement à la principauté. C'est de la réciprocité de cet attachement dont il est question ce soir. Donner une marque de reconnaissance forte à cette population stable, c'est notre volonté commune. Au centre des discussions également, Émilie, le projet de loi portant création de l'allocation compensatoire de loyer pour les locaux. Et on termine par la remise des prix de l'École supérieure d'art plastique Pavillon Bozio pour l'année scolaire 2020-2021. La cérémonie se déroule mardi dans la cour d'honneur de la mairie en présence du président du Conseil national, Stéphane Valéry, du maire Georges Marsan et de nombreuses personnalités et représentants du gouvernement. Les résultats de 2021 sont excellents avec 100% de réussite pour les étudiants de premier et deuxième cycle. En ce qui concerne le diplôme national d'art, 16 candidats ont été reçus, dont 5 avec les félicitations du jury et 3 avec mention. Merci Frédéric. Nous vous parlions en début de semaine de cette première en Europe dans la lutte contre le coronavirus, une campagne de suivi sérologique lancée par le gouvernement princier. Alors comment fonctionnent ces nouveaux tests plus précis? Que permettent-ils de déceler? La réponse dans ce reportage d'Alexandra Pani et Serge Prémont.
Chaque individu a sa propre réponse face à l'infection, mais aussi au vaccin. Partant de ce constat, une campagne de suivi sérologique est proposée aux résidents de la Principauté pour connaître le taux d'anticorps et plus précisément d'anticorps neutralisants. Ces deux techniques de dépistage des anticorps permettent individuellement de faire une cartographie immunologique de tous les sujets en disant votre immunité est satisfaisante, vous n'avez pas à vous inquiéter, vous pouvez être tranquille ou au contraire, faites-vous revacciner rapidement. C'est donc dans ce laboratoire que sont réceptionnés les différents prélèvements. Ils sont ensuite traités en 2 temps. Dans un premier temps, sur un appareil entièrement automatique pour évaluer les anticorps anti-N et anti-S, puis un appareil manuel pour détecter les anticorps neutralisants. Ce sont ces derniers qui permettent de prévenir l'infection en bloquant l'entrée du virus. Toute personne vaccinée ou ayant été infectée est donc invitée à se faire dépister pour connaître son niveau de protection. Pour cela, une simple prise de sang suffit. Là, il y a actuellement une grande étude qui est menée par l'Organisation mondiale de la santé, qui est en train d'essayer de mettre une corrélation entre ce qu'on va pouvoir mesurer, c'est-à-dire un pourcentage d'inhibition et un degré de protection. Les premières études semblent tendre vers une valeur d'environ 30%. Lorsqu'on aura un pourcentage d'inhibition supérieur à 30%, on considérera que le patient est protégé contre une nouvelle infection. Si le pourcentage est inférieur à 30%, il sera conseillé aux patients de faire ou refaire une injection de manière à booster ses défenses immunitaires. Cette étude appelée Monavac souhaite analyser de manière anonyme les résultats de dosage d'anticorps afin de connaître le niveau de protection de la population et d'accompagner la mise en œuvre des mesures préventives sur le moyen et long terme. Voilà donc toutes les explications concernant le suivi sérologique. Retrouvez toutes les démarches sur le site internet covid19.mc. Rejoignons à présent notre seconde invitée. Elle vient de parcourir le littoral méditerranéen en kayak pour sensibiliser à la pollution sauvage. Solène Chevreuil est une éco-aventurière. Elle fait partie du collectif Projet Azur qui œuvre pour la protection de notre environnement. Partie le 9 mai d'Avignon, Solène Chevreuil est arrivée hier à Monaco pour une escale de quelques heures. Elle est avec nous ce soir. Bonsoir Solène. Bonsoir. Tout d'abord, est-ce que le terme de éco-aventurière est un terme qui vous convient, qui vous qualifie ? Le terme d'éco-aventurière me qualifie effectivement. Je suis sur une aventure et le but est de promouvoir, d'encourager la protection de l'environnement et particulièrement de la Méditerranée cette année. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie de relever un tel défi ? Il y a plusieurs choses en fait, de savoir que ce beau terrain de jeu et ce terrain aussi économique, etc., qu'est la Méditerranée est très polluée, c'est la mer la plus polluée du monde, ça m'a déjà motivée. Et en plus de ça, je me suis dit, je vais allier ce que je sais faire, ce que j'aime faire, c'est-à-dire le sport, voyager, et pour le mettre au service de la Méditerranée qui me passionne réellement en fait. Alors ça a été aussi un défi physique. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué lors de votre aventure? Quel bilan faites-vous? Physiquement, effectivement, ça a été très intense parce qu'on parle souvent de mer Méditerranée, mer d'huile, mais c'est pas tous les jours le cas. Donc ça m'a permis d'affronter ce qu'est la mer Méditerranée et la nature. Mais les choses qui réellement m'ont marqué, tout est très marquant, tout est très intense. Ça fait 9 semaines que j'avance et donc il se passe beaucoup de choses, mais quelque chose qui est vraiment, que je savais, mais que j'ai constaté de mes propres yeux, c'est que les déchets, la consommation humaine est vraiment partout et que la mer Méditerranée est réellement polluée et qu'il y a quelque chose à faire. Du plastique, j'en ai vu vraiment partout, même sur des petites criques qui n'étaient absolument pas accessibles à pied, où j'ai pu y arriver grâce à mon kayak, c'est tout. Donc voilà, j'ai fait le constat de moi-même et c'est ça aussi qui m'a motivée à aller sensibiliser sur tout mon parcours et vouloir encourager aussi les gens à le faire sans tout le contraire de décourager, vraiment de montrer qu'il est possible d'agir aujourd'hui. Et quelles sont les zones les plus polluées que vous avez traversées sur les rivages de la Méditerranée? Si je vous dis que c'était Nice le dimanche dernier, c'est parce qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de pollution, mais en fait, j'ai traversé des zones, par exemple à Cavalère, où j'étais au large, et il y avait beaucoup de déchets dans mon sillage. Donc,
partout, tous les coins ont leur part de pollution et après c'est un peu la mer qui décide, il y a des courants, il y a du vent et voilà, ça remue, ça se charrie et c'est pollué partout. Et vous avez pu déjà chiffrer combien de kilos de déchets vous avez ramassé? Alors, depuis le début, on a ramassé environ 600 kilos de déchets, plus de 11 000 mégots et sur 9 collectes et avec environ 400 participants. L'objectif, vous l'avez dit, c'était de passer à l'action tous ensemble. Vous avez réalisé des escales au gré de votre itinéraire pour sensibiliser la population, c'est ça? Exactement. En fait, il y a eu, donc, tous les dimanches, il y avait une collecte de déchets qui a vraiment l'objectif, cette collecte de déchets, elle a vraiment l'objectif de mobiliser du monde à travers cette action-là. Le dimanche matin, on se lève, on va ramasser du déchet et on va faire le constat de ce qu'il existe et ce qu'il serait possible de faire. Et parfois, en semaine, je me suis arrêtée dans des centres aérés, dans des écoles pour partager l'aventure avec des enfants et leur raconter un petit peu ce qui se passe, ce que je vois et ce qu'ils pourraient faire et ce qu'on pourrait faire ensemble. Voilà, vraiment de manière positive, à notre échelle, comment on peut faire évoluer les choses vers du mieux. Ouais, comme vous l'avez fait ici à Monaco. Vous étiez deux dans cette aventure, vous étiez en Méditerranée et Anaëlle Marot sur la Loire. Est-ce que vous avez comparé votre ressenti, vos observations ensemble? Effectivement, elle est sur la Loire, elle descend le plus long fleuve de France. Et elle fait le constat qu'à mesure qu'elle avance sur le fleuve, elle se rapproche de la mer. Et il y a aussi plus de déchets. Après, on fera le bilan vraiment à la toute fin pour voir un petit peu, parce qu'il y a non seulement le fleuve de son côté, etc. Il y a aussi la saison. Plus il y a de personnes et plus il y a de déchets, ça c'est clair et net. Donc voilà, on partage beaucoup et on fera le bilan à la fin. Mais effectivement, on partage aussi une aventure humaine à travers nos rencontres. Parce que sans toutes ces rencontres qu'on fait, des gens qui nous aident, des gens qui nous encouragent, on apprend beaucoup de choses et on évolue beaucoup aussi, chaque jour. Eh bien, merci beaucoup Solène Chevreuil d'avoir partagé avec nous cette aventure ce soir sur Monaco Info. Merci à vous. Et suite et fin de l'aventure de Solène Chevreuil dimanche avec une arrivée prévue à Menton sur la plage des Sablettes. On retrouve Frédéric Elion pour un nouveau point sur l'actualité sportive cette fois-ci. On commence par du football. L'AS Monaco vient de dévoiler ses nouveaux maillots pour la saison prochaine, Frédéric. Le maillot domicile reprend la traditionnelle diagonale uniquement sur la face avant et arbore pour la première fois une nouvelle teinte appelée Tango Red. Pour le maillot extérieur fini, le jaune et bleu de la saison passée, place à une tunique gris anthracite avec toujours la diagonale à 55 degrés sur la face avant de la tenue. Fedcom, l'historique sponsor maillot, laisse sa place à Itoro. Oui, Fedcom qui n'apparaîtra désormais que sur les maillots des Monégasques en Coupe d'Europe. En athlétisme, Frédéric, le meeting Hercules EBS approche à grands pas. Quelles seront les principales têtes d'affiche? Comme chaque année, les plus grands champions seront au Stade Louis II pour cette édition 2021 qui aura lieu vendredi 9 juillet. Le double champion du monde Karsten Warholm s'alignera sur le 400 mètres haies. Kevin Mayer, la star du décathlon, participera au saut en longueur. Face à lui, le champion du monde en titre, Tadej Gale. Trayvon Bromell sera au départ du 100 mètres. Sur le 200 féminin, notez la présence de la double championne olympique Shelly-Ann Fraser, qui aura fort à faire face à Gabrielle Thomas. Enfin, en triple saut, la vénézuélienne Yulima Rojas, double championne du monde, sautera pour la 4e fois en principauté. Et enfin en basket, la Roca Team a annoncé ce matin que Zvezdan Mitrovic sera toujours sur le banc monégasque la saison prochaine. C'était un secret de Polichinelle, c'est désormais officiel. Zvezdan Mitrovic rempile au moins une saison sur le rocher et sera toujours le coach de la Roca Team. Sous les ordres de l'entraîneur monténégrin, Monaco vient de vivre une saison historique en remportant l'Eurocup et la suivante risque d'être tout aussi riche en émotions avec l'Euroleague, la plus prestigieuse des compétitions européennes. Un dernier coup d'œil sur les prévisions météo. Frédéric, quel temps est prévu pour vendredi ? Grand soleil, Émilie, avec quelques passages nuageux dans le courant de la journée. Côté température, il fera 19 degrés le matin et 26 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 5h50 pour se coucher à 21h17. Vendredi 2 juillet, nous fêterons les Martiniens. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Cela n'a pas pu vous échapper, le jumping international de Monaco est de retour sur le port Hercule. Nous y reviendrons demain dans notre JT. En attendant, découvrons ensemble les photos de Michael Alési qui a assisté aux premières épreuves. À demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Excellente soirée à tous.